Bienvenue sur les ondes de la découverte, le nouveau rendez-vous du Big QSO. Ici Dimitri F4FLH pour t'emmener au cœur du monde radio-amateur. Régulièrement, on va explorer ensemble les bases, les techniques et les réseaux qui font vibrer nos ondes. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on part sur les sommets. Là où se dressent nos relais VHF et UHF, ces gardiens du contact, véritables sentinelles du trafic local et interconnectés. Mais avant cela, avertissement. Cette émission, Les ondes de la découverte, est réalisée par un simple radio-amateur podcasteur. Pas le prix Nobel de physique, elle n'a pas vocation de faire le tour complet du sujet. Et il se peut qu'elle contienne de légères approximations. N'en déplaise à Nadi, l'objectif est simple, faire découvrir notre passion, susciter la curiosité et, soyons honnêtes, agrandir notre communauté radio-amateur. Écouter cette émission peut entraîner des effets secondaires. Bricolage intensif, addiction au 145-700 et envie irrépressible de passer son certificat. À consommer sans modération, mais à tes risques et plaisirs. Ah, tu entends ce bip ? C'est la petite signature sonore d'un relais radio-amateur. Et derrière ce son tout simple, se cache l'une des inventions les plus utiles de notre passion. Si tu t'es déjà demandé pourquoi ton signal ne passait pas à 20 km, mais qu'il portait à 150 km via un relais, eh bien aujourd'hui on va l'expliquer, en s'appuyant sur un peu de physique et beaucoup de pratique. Les bandes VHF et UHF, ça veut dire Very High Frequency et Ultra High Frequency, couvrent à peu près de 30 mégas à 3 gigas. C'est ce que l'on appelle les très hautes fréquences. Et leur comportement n'a rien à voir avec les bandes HF qu'on utilise pour le DX ou les contacts longue distance. En VHF et UHF, les ondes ont une longueur très courte. Et cette taille change tout. Les ondes se propagent principalement en ligne droite, comme un rayon lumineux. Un peu comme un rayon lumineux, je devrais même dire. On dit qu'elles ont une propagation quasi optique. Résultat, dès qu'un obstacle se met entre toi et ton correspondant, une colline, une forêt dense ou même un immeuble, ton signal est freiné, affaibli ou même complètement bloqué. Les VHF et UHF transfèrent mal le relief, même si parfois elles peuvent se réfléchir sur d'autres surfaces dures, comme une montagne, un immeuble, ou se diffracter légèrement autour d'un obstacle. C'est pour ça que, de temps en temps, tu entends un relais et que tu ne vois pas spécialement, simplement parce que ton onde a trouvé un petit passage ou un rebond providentiel. En propagation libre, c'est très simple. Plus tu es haut, plus loin tu portes. Si toi ou ton correspondant est sur un terrain plat, la portée sera plus ou moins limitée. Par contre, si l'un de vous se retrouve sur une colline, ou mieux encore, sur un point haut, la portée peut être multipliée. C'est là qu'intervient le relais. Placé en altitude, souvent sur un pylône ou un sommet, il sert d'intermédiaire, il écoute ton signal sur une fréquence d'entrée et la retransmet aussitôt sur une fréquence de sortie, depuis sa position dominante. En clair, il te permet de contourner les reliefs et d'élargir ta zone de couverture. Imagine un relais perché à 800 mètres d'altitude. Il voit des dizaines de kilomètres à la ronde. Depuis ton petit portatif, tu peux l'atteindre avec 5 watts et ta voix est ensuite réémise vers des dizaines d'autres opérateurs dans toute la région. C'est la magie du trafic en relais. Ce principe, on l'utilise pour les liaisons locales, mobiles ou régionales, là où la propagation HF n'est pas vraiment adaptée pour les QSO, on va dire assez proches. Et sans ces relais, la communauté radio-amateur serait beaucoup moins connectée. Grâce à eux, on maintient le lien, on échange au quotidien et on fait vivre l'esprit OM. Alors pour résumer, les VHF et UHF, ce sont des ondes droites, sensibles aux obstacles en tout cas. Leur portée dépend de la hauteur et du gain des antennes. Et les relais, eux, servent à casser les barrières naturelles et à nous relier à distance. Maintenant qu'on a compris pourquoi les relais sont indispensables, on va voir ensemble comment ils fonctionnent réellement.
Un relais, c'est à la fois très simple dans son principe et d'une grande élégance technique. D'abord, un relais radioamateur, c'est ce que l'on appelle une station automatique duplex. Duplex, ça veut dire qu'elle écoute sur une fréquence et réémet instantanément sur une autre. On parle de fréquence d'entrée pour ce que tu lui envoies et de fréquence de sortie pour ce qu'il envoie sur le monde. On va prendre un exemple concret en VHF. Un relais typique écoute sur 145-100 et retransmet sur 145-700. La différence entre les deux, c'est ce que l'on appelle le shift. Dans ce cas-là, il est de moins 600. En VHF, c'est toujours moins 600. En UHF, le décalage est souvent de plus 1 mégasif, mais il peut varier également. Attention, les relais ne se déclenchent pas tout seuls. Il faut lui demander de s'ouvrir. Et pour ça, on utilise un signal de tonalité. Soit une porteuse 1750 que ton poste envoie brièvement, ou alors une tonalité CTCSS. Une petite fréquence inaudible qui autorise l'accès. Dès qu'il la détecte, le relais se met à retransmettre ton signal sur sa fréquence de sortie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le relais reçoit et réémet en même temps. C'est un véritable robot des ondes. Pendant qu'il écoute, il diffuse ta voix sur une autre fréquence, sans délai perceptible. Pour que ça fonctionne, il faut 2 étages radio indépendants. Un récepteur d'un côté, un émetteur de l'autre, et entre les deux, un petit cerveau électronique qu'on va appeler le contrôleur. Ce contrôleur, c'est lui qui va gérer toute la logique. Il détecte la présence du signal, active l'émission, insère le fameux bip de fin de transmission et surveille les temporisations pour éviter qu'un opérateur bloque les relais trop longtemps. Certains relais sont même capables d'annoncer leur indicatif toutes les 10 minutes ou d'envoyer un petit message vocal d'accueil. Et pour aller plus loin, ils peuvent aussi être supervisés à distance. Les gestionnaires peuvent ajuster la puissance, changer les paramètres, voire redémarrer le relais sans grimper sur le pylône. Techniquement, tout ça demande une grande rigueur, un bon filtrage entre la voie d'émission et celle de réception pour éviter qu'elles se brouillent l'un l'autre, des cavités résonantes ou des duplexeurs de haute qualité et bien sûr une antenne installée en hauteur, souvent omnidirectionnelle, qui couvre tout le secteur. En résumé, le relais agit comme un pont radio. Il capte ton signal, l'amplifie et le redistribue depuis sa position dominante. Tu n'as pas besoin de te demander comment le relief influence ton onde. Le relais, lui, a la vue dégagée. Alors maintenant qu'on a compris ce qu'est un relais et comment il fonctionne, tu vas voir qu'il existe une grande variété de relais. Parce que sous ce mot-là, on regroupe en réalité plusieurs technologies très différentes, analogiques, numériques, transpondeurs, et chacun a sa propre personnalité, son usage et ses adeptes. On commence bien sûr par le relais analogique FM, le plus ancien et encore aujourd'hui le plus répandu. Il fonctionne tout simplement avec une modulation de fréquence classique, celle que tu entends sur la plupart des QSO locaux avec même un petit baofeng. Ces relais sont souvent installés sur des canaux VHF et UHF normalisés. On va reprendre notre exemple de 145-700. Et toujours le shift de moins 600. On y accède avec un simple talkie-walkie FM, souvent en envoyant la fameuse tonalité 1750 ou depuis quelques années une tonalité CTCSS. L'avantage, c'est simple, robuste et universel. On peut y connecter n'importe quelle radio analogique, même ancienne, et le signal traverse les années. Ce sont ces relais-là qui ont construit l'histoire du trafic local radioamateur. Les relais numériques, c'est la génération connectée. Depuis quelques années, les choses ont évolué. Avec l'arrivée des relais numériques, on retrouve principalement 3 grandes familles. Le DMR, le D-Star et le C4FM. On peut l'appeler aussi le système fusion de chez Yaesu.
Leur principe reste le même. Réception sur une fréquence, retransmission sur une autre. Mais cette fois, la voix n'est plus transmise sous forme analogique, elle est numérisée, compressée, encapsulée dans un flux de données. Résultat, une qualité audio constante, sans souffle ni fading, la possibilité de transporter aussi des informations. Par exemple, l'indicatif, la localisation, voire même un message court. Et surtout, une interconnexion réseau beaucoup plus simple. Sur le DMR, par exemple, tu peux changer de toll group pour rejoindre un canal thématique ou national. En D-Star, tu peux appeler une station à l'autre bout du monde par son indicatif. Et sur le C4FM, les relais peuvent se connecter à Internet via WireX pour créer des salons de discussion mondiaux. Bref, la radio analogique est devenue numérique et mondiale. On va parler un peu des relais transpondeurs. Il existe aussi des relais dits transpondeurs. Ceux-là sont capables de recevoir sur une bande et de retransmettre sur une autre. Par exemple, on écoute sur 2 mètres et lui va réémettre sur 70 cm. C'est très pratique pour relier des opérateurs qui n'ont pas les mêmes équipements éventuellement ou tout simplement pour des opérations spécifiques ou pour relier également une zone un peu plus dense. Certains portatifs modernes peuvent même jouer ce rôle-là temporairement. Tu poses ton Toki dans la voiture et il fait le pont entre ton poste UHF et un relais VHF. Pratique quand on veut rester en contact tout en se déplaçant. Il va exister également ces transpondeurs sur des satellites radioamateurs. Bon, on va faire le détail un petit peu. Et parce qu'il en existe 2. Ils sont comme les relais FM terrestres qui retransmettent un seul signal et peut également le réémettre via l'espace. Ou toute une bande de fréquences reçues. En clair, plusieurs opérateurs peuvent y trafiquer en même temps, chacun sur sa propre fréquence. C'est un peu comme un relais HF dans l'espace et c'est grâce à eux qu'on peut faire des contacts orbitaux en SSB ou en CW. Mais on reviendra plus tard dessus. Alors, tu le vois, le mot relais recouvre un monde très varié, du vieux FM analogique au transpondeur satellitaire, en passant par les relais numériques connectés à Internet. Tout ça sert une seule et même idée: étendre nos communications, relier les opérateurs et repousser les limites naturelles des ondes. Si tu es déjà monté voir un relais au sommet d'une colline ou sur un pylône en montagne, tu sais à quel point ces installations sont souvent isolées. Certains n'ont même pas de prise électrique, pas d'abri chauffé, juste la nature, les intempéries et un coffret métallique. Et pourtant, ces petits bijoux de technologie tournent quasiment 24 heures sur 24, été comme hiver. Alors comment font-ils ? Tout commence par l'alimentation. Quand EDF n'est pas disponible, la plupart des relais modernes sont conçus pour fonctionner de manière autonome, sans dépendre du réseau électrique. Le plus souvent, ils sont alimentés par des panneaux solaires, voire complétés par une petite éolienne, dans certains cas. En France, je n'en suis pas sûr. Et bien sûr, sur des batteries de grande capacité pour tenir pendant la nuit ou les journées sans soleil. Mais une grande partie des relais sont alimentés par EDF. Mais l'autonomie, ce n'est pas qu'une question d'énergie. Les relais modernes sont aussi supervisés à distance, grâce à un lien Internet, un modem 4G, ou parfois un simple lien radio. L'équipe technique peut surveiller la température du coffret, la tension des batteries, l'état de la liaison, et même redémarrer l'émetteur ou mettre à jour le logiciel du contrôleur, tout ça sans avoir besoin d'escalader la montagne. Certains relais sont même équipés d'un contrôle automatique de secours. Si la tension devient trop basse, le système se met en veille pour préserver les batteries, puis se rallume tout seul quand le soleil revient. Un vrai petit organisme vivant qui gère sa propre survie. Et quand on y pense, c'est assez incroyable. Ces boîtiers, souvent de la taille d'une valise, abritent tout ce qu'il faut pour maintenir une infrastructure de communication
en quasi-autonomie. Pas d'entretien quotidien, pas de présence humaine, juste un peu de surveillance et beaucoup de fiabilité. C'est aussi ça l'esprit radioamateur. Imaginer, construire et maintenir ces relais au service de tous. Beaucoup sont installés et entretenus par des équipes de bénévoles qui montent sur le site à leurs frais et parfois aux conditions extrêmes. Et si aujourd'hui tu peux appeler ton copain à 100 km sur la fréquence locale, c'est grâce à eux. Alors la prochaine fois que tu enclenches un relais, pense à tout ce qui se cache derrière ce simple bip. Des panneaux solaires, des batteries, une carte de contrôle, un abonnement EDF et surtout des passionnés qui veillent à ce que la voix des radioamateurs reste présente, même au sommet des montagnes. Jusqu'ici, on a vu comment un relais permet de relier deux stations localement. Mais imagine maintenant que plusieurs relais répartis dans toute la France soient reliés entre eux. Que tu parles depuis ton petit coin à Paris et qu'un OM te réponde depuis la Bretagne, la Suisse ou même le Québec. Et tout ça sans HF, juste en VHF ou UHF. Eh bien ça existe. C'est le principe des réseaux interconnectés. Depuis une quinzaine d'années, les radioamateurs ont su marier la radio et le numérique. Les relais ne sont plus des îlots isolés, ils sont reliés entre eux grâce à Internet, souvent via un logiciel libre bien connu, SVX Link. Concrètement, ton signal est capté par le relais local, converti en flux audio numérique, envoyé sur un serveur central, puis redistribué instantanément à tous les relais connectés au réseau. Résultat, ta voix est diffusée simultanément sur des dizaines, parfois des centaines de relais. Tu parles et tout le monde t'entend. Bienvenue dans l'ère des réseaux radio interconnectés. Le plus connu, le RRF. C'est le premier grand réseau francophone. Le réseau des répéteurs francophones. Il a été créé en 2014 par F5NLG et F1TZO. À l'origine, c'était un projet expérimental. Relier quelques relais analogiques via Internet pour élargir la portée des QSO. Mais très vite, le succès a dépassé toutes les attentes. En 2021, le RRF comptait déjà plus de 200 points d'accès, entre relais, nodes, personnels et hotspots. Aujourd'hui, c'est un réseau incontournable, présent dans toute la francophonie. En France, en Belgique, en Suisse, au Québec, et même au-delà. Techniquement, le RRF utilise le logiciel SVX Link qui gère l'audio en codec, un petit format très performant capable d'offrir une voix claire et naturelle, même avec peu de bande passante. C'est ce qui explique la qualité sonore souvent impressionnante sur ce réseau. Mais le RRF, c'est plus qu'une interconnexion technique. C'est aussi un lien social. On y retrouve chaque matin des dizaines d'opérateurs pour discuter, apprendre, partager des infos techniques ou simplement dire bonjour. C'est devenu un véritable pont de rencontre quotidien pour la communauté francophone. En parallèle, il y a un autre réseau qui a vu le jour, le RI49. Et ce petit réseau monte en puissance quasiment tous les jours. Il est né en 2019 dans le département du Maine-et-Loire, sous l'impulsion d'une équipe de passionnés. Sa particularité, être multi-protocole. C'est-à-dire qu'il relie non seulement les relais analogiques, mais aussi les relais numériques, DMR, C4FM et des stars. L'objectif du RI49, c'est de faire cohabiter toutes les technologies et d'offrir à chaque opérateur un pont d'entrée, quel que soit son matériel. En 2025, il dépasse les 100 points d'accès actifs, couvrant une grande partie du territoire français. Il s'appuie sur une architecture robuste, redondante, et là encore, sur le savoir-faire communautaire. Et ce qui est remarquable, c'est que ces réseaux sont ouverts
Ils ne sont pas réservés à une marque ni à un groupe. Ce sont des projets collectifs portés par des bénévoles et construits autour d'une philosophie simple: relier les radioamateurs partout, tout le temps. Bien sûr, avec des centaines d'utilisateurs connectés en même temps, il faut quelques règles. Sur le RRF et le RI49, on recommande de laisser une pause d'environ 5 secondes entre chaque transmission pour laisser le temps au relais de s'enchaîner correctement. De limiter ses interventions à 3 minutes maximum et d'annoncer son indicatif en début et à la fin à chaque passage. Simple, clair, et ça garantit un trafic fluide et agréable pour tous. Et surtout, garde une chose en tête. Sur ces réseaux, ta voix est diffusée partout. Ce que tu dis sur ton petit portatif à 5 watts peut être entendu à des milliers de kilomètres. C'est à la fois magique et quand même une belle responsabilité. Alors pour résumer, le RRF, c'est le grand réseau francophone, simple, ouvert, basé sur SVX Link. Le RI49, c'est son cousin multiprotocole, capable de faire dialoguer analogique et numérique. Ensemble, ils forment une toile invisible qui relie chaque jour des centaines d'opérateurs des montagnes de Suisse, de Savoie, voire même jusque dans les dom-toms. On arrive à la dernière partie de cet épisode et on va parler de quelque chose d'essentiel. Parce que si le relais sont là pour nous relier, c'est aussi à nous, opérateurs, de les faire vivre correctement. Alors, voyons ensemble quelques bonnes pratiques à respecter sur les relais comme sur les réseaux interconnectés. Ça va vous paraître simple, mais d'abord, identifie toujours ta station. Dès le début de ton passage, annonce ton indicatif et refais-le à la fin avant de repasser la main. Ce n'est pas juste une question de politesse, c'est aussi une question réglementaire. Et ça permet à tous de savoir qui parle, surtout sur des réseaux nationaux. Ensuite, pense aux pauses. Sur le réseau comme le RI49, les relais sont interconnectés en chaîne. Et si tu enchaînes trop vite, le relais d'à côté n'a pas le temps de se rééclencher et certaines stations ne t'entendront pas. Alors, prends le réflexe de laisser 5 secondes de blanc entre chaque transmission. C'est peu, mais c'est crucial pour la synchronisation des relais. Sur les relais locaux, pense à laisser aussi des blancs pour que d'autres opérateurs puissent se signaler et interagir et rentrer dans le QSO. Un autre point fait court. Sur ces réseaux, la voix est retransmise sur des dizaines de relais à la fois. Je parle bien du RRF et du RI49. Une intervention claire et concise d'environ 2 à 3 minutes, c'est l'idéal. Ça laisse de la place aux autres et ça garde un bon rythme de la conversation. Et surtout, reste courtois et bienveillant. Un relais, ce n'est pas un talkie-walkie de chantier ni une messagerie privée. C'est un espace public partagé par toute la communauté. On y apprend, on échange, on rigole aussi, mais toujours dans le respect des autres opérateurs. Si tu entends une station plus faible, prends le temps de la relancer. Si quelqu'un fait une erreur, éventuellement corrige-le gentiment. Et si tu fais un test, indique-le clairement, avec un petit essai micro, F4 FLH pour test. C'est simple, c'est clair et tout le monde comprend. Pense également à la priorité aux stations mobiles et portables. Enfin, pense à remercier ceux qui rendent ces relais possibles. Derrière chaque antenne, chaque coffret en montagne ou en haut des immeubles, il y a des bénévoles, des OM qui montent, entretiennent, ajustent, réparent et souvent à leurs frais. Le meilleur remerciement, c'est de bien utiliser leur travail. Donc, identifie-toi au début et à la fin, laisse toujours des blancs, ne monopolise pas le relais, sois clair, bienveillant et courtois et souviens-toi qu'un relais, c'est un bien commun.
Voilà, tu sais maintenant ce qu'est un relais, comment il fonctionne, comment il vit et comment l'utiliser. Ce premier épisode des ondes de la découverte t'a emmené sur les sommets, là où nos signaux prennent de la hauteur. Dans le prochain, on plongera dans un autre univers fascinant, le trafic satellite. C'était Dimitri, F4 FLH, pour les ondes de la découverte, la nouvelle série du Big QSO. Reste curieux, reste à l'écoute et surtout, reste sur la bonne fréquence.